Eh bien, bon lundi à tous, madame, messieurs. C'est la revue des grandes unes. La presse en ligne est disponible en kiosque ce matin. La nouvelle expression parle des élections au Cameroun avec un code électoral en vue. C'est le titre proposé par le journal. Simplement pour dire que le directeur général d'élections Cameroun a instruit aux délégués régionaux de faire des propositions d'amendement de cette loi. Mais une ONG camerounaise se montre d'ailleurs très sceptique quant à l'efficacité même de la démarche d'élections Cameroun. Alors, parce que le Cameroun a besoin de revoir tout son système électoral. C'est ce que le journal dit en page 5 ce matin. Le journal parle également d'emprunt de 55 milliards de francs CFA. Jean-Michel Nutué interpelle. Le député demande donc à Ngongo Ferdinand d'expliquer à quoi vont servir les 55 milliards de francs CFA. C'est dans le dossier de la page 2 à la page 3. On parle aussi des droits de l'homme. Commission en revue. Le professeur James Mwangi Kobila a été confirmé et d'autres membres, dont notre confrère Denis Kwebo, ont été d'ailleurs nommés. En page 6, le journal parle également de réforme fiscale avec la direction générale des impôts qui ne convainc pas. C'est ce que nous retenons donc des questions posées à Douala par les responsables des petites et moyennes entreprises au directeur général des impôts. C'est en page 7 de la nouvelle expression ce matin. Le journal a d'autres informations que je vous invite à lire aussi si vous faites un tour en kiosque. Tout comme l'Œil du Sahel qui parle de recrutement dans les universités d'État. Les parlementaires nordistes vont saisir le Premier ministre. C'est ce que le journal propose. Et à Makari, dans le Septentrion, 11 personnes ont été blessées par une lionne. C'est en page 3. On se pose des questions sur la survenue même de cette lionne. Où est-ce qu'elle sort? D'où est-ce qu'elle sort? Et on se demande comment est-ce qu'elle a pu arriver à ce niveau et faire des dégâts. C'est autant de questions que se pose le journal ce matin, celui du Sahel aussi. Le journal Intégration parle de zone CEMAC avec les paradoxes du marché des capitaux. Le journal propose tout un dossier ce matin de la page 6 à la page 8 sur cette question et parle également des partenariats, en tout cas, du Cameroun et le Tchad, le chemin de fer en vue. Et c'est ce que le journal propose également ce matin. C'est aussi autant d'informations à lire. Le journal Entrepreneur parle d'investissement et donc, quelle diaspora parle de Paul Biya? C'est une question que se pose le tabloïd ce matin. Pourtant, il a évoqué, en invitant la diaspora à contribuer au développement du Cameroun et surtout, notamment, à la jeunesse aussi. C'est-à-dire dans le journal, autant de questions, mais avec des éléments de réponse dans le dossier proposé par le journal. Le journal Entrepreneur en kiosque ce matin également. Le journal Cameroun Tribune qui en kiosque s'intéresse aussi à l'actualité avec un titre ce matin, un titre qui permet de savoir qu'il y a eu mouvement, notamment à la Commission des droits de l'homme et liberté. L'intérimaire a été confirmé et avec de nouvelles personnes également installées ou tout au moins nommées. À la suite de tout cela, il y a tout un dossier que je vous invite à lire ce matin dans Cameroun Tribune. Cameroun Tribune qui en kiosque aussi, comme bien d'autres tabloïds qui s'intéressent à l'actualité. Donc c'est un nouveau départ à prendre du journal Cameroun Tribune et d'autres informations contenues dans le numéro de ce matin. Le journal L'économie parle donc d'amélioration du système fiscal, ce qui ressort du dialogue des directions générales des impôts, secteur privé. C'est un autre dossier que je vous invite à lire ce matin également dans le même journal, aussi avec quelques actualités. Le journal Le Soir hebdomadaire parle du stade de Lembe. L'État économise 60 milliards de francs CFA. Mais comment? C'est une question, mais avec des éléments de réponse à lire dans le numéro de ce matin. Le journal parle également de la mairie de Fumban. Patricia Ndamdjoya et le préfet du Noun à couteau tiré désormais. C'est ce que le journal propose comme sujet aussi ce jour. Le journal Repère parle donc du secteur électrique avec la lumière sur les délestages. Un autre sujet dans un dossier proposé par le journal Repère ce matin. Je vous invite également à faire un tour en kiosque et pouvoir lire aussi l'article en question. Le journal L'équation qui en kiosque parle de coopération avec notamment le Cameroun et le Tchad en mode bonne gouvernance dans les transports. C'est à lire dans le journal disponible en kiosque ce matin. Le journal parle également de l'hôpital des districts d'Indiki, une banque de sang offerte donc par l'association Ntungvu Peneg. Donc c'est ce que le journal propose aussi ce matin. Autant d'informations à découvrir dans le journal L'équation et aussi d'autres informations aussi dans le quotidien Émergence qui parle d'élections vers une révision du code électoral à lire ce matin dans le numéro disponible en kiosque. Le journal parle également du code du Covid-19. Le Cameroun surexposé aux multiples variants. C'est le journal qui propose le sujet également ce matin. Et aussi le journal Mutation qui en kiosque s'intéresse au recrutement des enseignants d'université, les recteurs en régulateurs. C'est ce que le journal propose. D'autres informations à lire dans le journal. En kiosque également ce matin. Le quotidien Le Messager s'intéresse à l'actualité parlant du complexe sportif de Lembe. Ngongo Ferdinand sur la sellette. C'est ce que le journal propose. Et le même journal s'intéresse au code électoral, la réforme de toutes les
suspicion. C'est ce que le journal dit également ce matin en page 3. Voilà ce que la presse propose, celle que nous avons reçue à notre rédaction ce premier jour de la semaine. Thierry Niapa, bonjour et bienvenue. Merci. Bonjour Flavien Ndongo. Bonjour aux téléspectateurs de la revue de Grande Une. C'est un plaisir d'être là ce matin. Merci également à vous, Bernard Batalan, d'être là. Bienvenue. Alors, bonjour Flavien Ndongo, bonjour Thierry Niapa. Je dis particulièrement bonjour ce matin aux populations de l'arrondissement de Yingui, dans le camp, qui s'apprêtent à recevoir le week-end prochain le festival de la communauté Banen, au cours duquel toute la culture Banen sera exposée en grandeur nature. Merci. Merci d'être là. Oui, on comprend bien que vous venez de là. Donc on s'intéresse également. C'est un festival culturel. Pourquoi quand on parle de Ngondo, on comprend bien qu'il vient de là. Ça ne pose pas de problème. Non, pas nécessairement. J'ai rien contre. J'ai rien contre. Non, c'est bon, ça va, on a compris. On a compris. On a compris que vous venez de là. On a compris. Alors, on s'intéresse aux élections avec le code électoral en vue. C'est un sujet qui fait le tour de plusieurs tabloïds de ce matin, voyez-vous. Donc, on parle donc de celle du directeur général d'Elections Cameroun qui a instruit aux délégués régionaux de faire des propositions d'amendement de cette loi. Alors, c'est un problème, hein. C'est une préoccupation qui devient d'ailleurs séculaire. Chaque fois qu'on organise des élections où l'opposition fait des récriminations par rapport au système électoral et qui demande à lui à dire, comme je dis souvent, que le système électoral soit, le code électoral soit révisé. Parce qu'à l'état actuel, le code électoral n'est pas de nature à assurer la transparence pendant les élections. Il est donc de bon ton si le président de l'ECAM, si le directeur général de l'ECAM a instruit ses collaborateurs de donner des propositions dans le sens d'améliorer le code électoral. Et venu du directeur de l'ECAM, c'est pertinent, d'autant plus pertinent que le directeur de l'ECAM, Éric Essoussé, c'est un vieux briscard de la cause électorale. Il vous souvient, il a été directeur des libertés publiques. Et donc, c'est quelqu'un qui connaît ce que c'est que l'élection au Cameroun. Nous pensons que cette initiative, si elle était vraiment prise, devait faire bouger les lignes au niveau même de notre évolution démocratique au Cameroun. Oui. Thierry Niapa, c'est la même lecture que vous faites de cette actualité qui fait le tour de la presse ce matin? Il est clair que tout le monde aurait certainement la même lecture. J'ose simplement croire que le directeur général de l'élection de Cameroun est sincère dans sa démarche, parce que le tout n'est pas d'instruire, mais c'est d'aller au-delà de ce qui devra être fait. Il n'a pas besoin nécessairement de passer par ces antennes régionales pour savoir exactement ce qui devrait être fait autour du code électoral. Rappelez-vous que les membres d'élection de Cameroun ou les différents administrateurs ont eu à rencontrer à plusieurs reprises les leaders des formations politiques pour discuter justement de cette organisation des élections-là, où tout le monde sait que le code électoral n'est pas consensuel. C'est la raison pour laquelle tout le monde le dénonce jusqu'ici. En fait, ces acteurs politiques le dénoncent. Nous avons eu la possibilité d'en discuter avec plusieurs jusqu'ici. Il n'est pas si transparent que ça, il n'est pas équitable. Les règles du jeu ne sont pas clairement identifiées. Et je vous rappelle jusqu'à preuve du contraire que tant qu'il y aura comme une sorte de chape de plomb sur la tête de ceux qui organisent les élections au Cameroun, les choses ne bougeraient pas. On aura donné toutes des assurances. Les gens divergeront autour de la question que les choses ne bougeraient pas. Parce que je vous rappelle que qui nomme ces différents responsables, ce n'est que le président de la République. Et qui généralement gagne les élections, c'est toujours le même président de la République qui n'a pas encore réussi à se départir de ses fonctions de président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Tant que c'est le président de la République qui nomme les ministres et les différents fonctionnaires qui gèrent l'administration publique camerounaise, tant que le président de la République est par ailleurs président national du RDPC,
j'ose croire que la ligne bougerait à ce niveau. C'est la raison pour laquelle on a toujours demandé aux Camerounais lambda de s'impliquer en politique, parce que quand vous ne faites pas la politique vous fera, que vous le vouliez ou pas, parce que la gestion des affaires sociales est impactée nécessairement par la gestion politique, parce que qui choisit le maire? C'est vous et moi, mais le maire représente une coloration politique et il vient impliquer l'idéologie d'une formation politique là, pas nécessairement ce que les gens, pas nécessairement le projet de société sur lequel elle a été votée. Je vous rappelle que même le projet de société est généralement défini toujours par une formation politique. Donc, tout le monde devrait s'impliquer. C'est à partir de là, peut-être, qu'on pourrait infléchir cette courbe-là. Donc, le maire devrait, en principe, se départager entre être militant d'un parti effectivement, et être le représentant de la population. Il est le maire de toute... de l'arrondissement, il n'est pas le maire du RDPC ou du SDF ou du PCRN, il est le maire pour tout le monde. Mais quand vous regardez dans les faits, ce n'est pas toujours le cas. Et au-delà même, je vous rappelle que quand vous allez dans la gestion des affaires au quotidien, vous vous rendrez compte que généralement c'est ceux qui sont au pouvoir qui gèrent les choses de la cité comme ils entendent. Dans des pays où la démocratie est suffisamment évoluée, prenez le cas du Sénégal, on a pu organiser des élections avec Ouad, il les a perdues. Abdou Diouf avant, ça a été le cas. Donc aujourd'hui, il faudrait, et cela n'a pu être possible que grâce à l'implication. Tant que la masse critique électorale n'est pas importante, les choses ne bougeront pas. Parce que quand on regarde le fichier électoral, le RDPC se taille la part du lion. Ce sont les militants du RDPC qui s'inscrivent davantage parce qu'ils sont accompagnés dans cette opération-là par les ministres, les DG, les maires et les autres, alors que les autres estiment que les dés sont pipés d'avance et cela ne sert à rien. Non, même si les dés sont pipés, il faudrait qu'il y ait une masse critique électorale qui soit capable d'infléchir cette courbe-là. Que ce soit le code électoral, qu'il ne soit pas consensuel ou pas, s'il y a cette masse critique-là, je crois que les choses bougeraient. Alors, est-ce que l'instruction du directeur général donnée aux délégués régionaux est un test? Je veux dire, en rapport avec les réactions des acteurs politiques, de l'opposition notamment? Non, c'est plus le résultat. Il me semble que c'est par rapport au résultat que Elekam a reçu sur le terrain dans l'organisation de l'élection qu'il trouve, parce que n'oubliez pas que l'ELECAM, c'est le régulateur de l'élection au Cameroun. Et donc, ils ont dû, à travers l'expérience des élections passées, vu quelques goulots d'étranglement. Et c'est à base de ce travail-là qu'ils se sont dit, on peut demander un certain nombre de réformes au niveau du code électoral. On voit par exemple, le code électoral au Cameroun prévoit une élection à un tour. Mais c'est un système dépassé. Vous pouvez être élu à 30% à un tour. Quelle est votre représentativité dans ce cas? Les gouvernements d'union nationale et autres là ne se font pas après les élections, se font entre le premier et le second tour. C'est là-bas où les alliances nouent, où on forme un gouvernement qui soit un peu crédible, qui reflète un peu l'ossature politique d'un pays. Nous pensons que la révision du code électoral est nécessaire pour une avancée démocratique de ce pays-là. C'est une situation, c'est un point essentiel que l'ELECAM a évoqué ici. Bon, maintenant, avec des réserves des ONG qui pensent que ce n'est pas seulement le code électoral qu'il faut réviser, mais tout le système, tout le processus électoral devait être revu et adapté à la nouvelle donne politique. Voilà, donc c'est ce qu'on va lire dans les tabloïds du matin. Juste pour préciser, justement, parce que quand Bernard le souligne, en quoi les représentations régionales de l'ELECAM pourraient apporter grand-chose? L'élection à double tour ne dépend pas de l'ELECAM, en réalité. Ça dépend du pouvoir en place, qui devrait effectivement, à côté de cela, avoir des éléments susceptibles de plaidoyer, de pression même sur le plan à la fois politique, je dirais même multilatéral, parce que tant qu'on ne bouge pas à ce niveau, les choses ne bougeraient pas. Il a parlé d'un gouvernement, des gouvernements d'union nationale. Si on n'a pas une élection à deux tours, il est clair qu'en l'état actuel, regardez le fichier électoral, le RDPC se taille la part du lion avant même le lancement des opérations. Je vous rappelle que quand un ministre va en campagne, il va avec toute sa délégation, avec tout ce que cela comporte comme matériel, comme apport du pouvoir exécutif
par rapport à ces formations politiques qui se taillent, en fait, qui se contentent du menu fretin. Donc, il faudrait que l'on comprenne, que les Camerounais, les concitoyens comprennent que pour faire bouger les lignes, pour faire infléchir cet état de choses, il faut s'impliquer dans la gestion des affaires politiques. Le code électoral en l'état ne favorise déjà pas cela. Il faudrait donc, pour faire bouger les choses, déjà commencer à s'inscrire sur une liste électorale, participer effectivement à une élection, parce que le tout n'est pas de s'inscrire, c'est d'aller récupérer sa carte, aller voter et défendre son vote. Quand il y aura une masse critique suffisante, je crois qu'à partir de là, les choses pourraient bouger. Alors donc, la nouvelle expression évoque le sujet ce matin, un code électoral en vue, avec notamment les réactions des ONG, ou alors une ONG qui est camerounaise, qui se montre très sceptique quant à l'efficacité même de la démarche d'élection de Cameroun. Et là, Émergence revient vers une révision du code électoral, aussi parlant de ces élections. C'est à lire dans le journal ce matin. Donc, on peut également parler aussi d'autres choses. On parle de l'emprunt des 55 milliards de francs CFA. Jean-Michel Nietzsche qui interpelle davantage. C'est un autre pan de ce qu'il développe depuis quelque temps. Alors, il s'agit là d'une situation qui a commencé d'abord à ébranler la toile pour se transporter dans les tabloïds et qui s'est installée dans l'actualité. La nouvelle expression, les messagers sont revenus sur... Ouais, chacun y allait de sa ligne éditoriale, de sa vision des choses. Mais en tout état de cause, le fait c'est quoi? C'est que 55 milliards de nos francs ont été alloués pour les travaux de finition du stade Paul Biya d'Olembe. Pas encore, ce n'est qu'une autorisation à signer une convention qui pourrait nous permettre d'avoir ces 55 milliards. Ça, c'est une demande du président de la République. Je crois qu'on ne doute pas, on ne pose pas de doute là-dessus. On peut dire les avoir aussi. Donc 55 milliards vont être alloués pour les travaux de finition. On a précisé que c'est des travaux de finition. Alors les gens se sont embasés parce qu'au départ, les techniciens ont évalué à 163 milliards les travaux de parce que c'est un complexe. Il y a beaucoup de terrains de football, il y a même des hôtels, il y a des supermarchés et autres là, à Olembe. Donc, les techniciens ont évalué à 163 milliards les travaux, tous les travaux de ce complexe. Et pendant que les travaux s'effectuaient, il y a une entreprise Pistini, qui n'a pas pu terminer. On ne sait pas pourquoi, parce qu'on n'a pas donné les raisons pour lesquelles Pistini s'est fait remplacer par Magil, une autre entreprise. Et quand Magil arrive, il trouve qu'il faut encore de l'argent pour les travaux de finition. Nous avons dit ici, lorsque il y a glissement des dates, il était nécessaire qu'on s'arrête un instant pour faire le bilan des travaux et établir les responsabilités des uns et des autres. Parce qu'on a décrié au niveau des travaux des infrastructures au stade de Lembe, des pots de vin, des surfacturations et autres. Il était temps, à ce moment précis, qu'on s'arrête et qu'on établisse les responsabilités. Vous estimez que ça n'a pas été fait? Ça n'a pas été fait. Et là maintenant, on fait une rallonge d'argent pour la finition des travaux. Donc, on continue à faire dans la fuite en avant. Il n'est pas exclu qu'il y ait d'autres rallonges, puisqu'on ne fait, il n'est pas exclu qu'il y ait d'autres rallonges pour peut-être d'autres stades, et peut-être encore pour le stade de l'Embe Match. Je pense qu'il fallait s'arrêter un instant pour faire le bilan avant de continuer. Alors, fallait-il le faire? C'est un bilan qui a été fait ou il n'a pas été fait? Parce qu'on constate justement, s'il y a des rallonges, ça veut dire qu'on a fait le point de la situation. Bien sûr, vous le dites vous-même, ça veut dire qu'un point a été fait, mais pas nécessairement dans le sens où Bernard aurait voulu que cela soit fait. Si vous écoutez les turiféraires du gouvernement qui défendent ce projet, vous direz effectivement que 4 milliards avaient déjà été débloqués, au-delà des 163 milliards, pour donner à la société Magil, afin de continuer les travaux, mais cet argent a été utilisé à d'autres fins. On vous a dit que la trésorerie de Magil ne lui permettait pas effectivement d'injecter l'argent qu'il fallait pour continuer les travaux. C'est la raison pour laquelle, après certainement cet état de lieu, le président Biya a décidé, certainement de commun accord avec ses conseillers, de proposer, de demander au ministre de l'économie, pourquoi pas de signer une convention avec les banques afin d'obtenir 55 milliards de francs CFA qui sont injectés dans
la construction, les travaux de finition du stade de Lembe, qui tient, il faut le dire, qui tient particulièrement à cœur le chef de l'État. Mais je continue à croire que pour moi, c'est une grosse fuite en avant parce que on a certes fait le point, mais il aurait fallu qu'on identifie les problèmes. Je l'ai dit ici, le Cameroun a organisé une très belle compétition du CHAN, du championnat d'Afrique des Nations. C'était une très belle fête, les stades étaient magnifiques. Ce qui fait que à côté, on n'a pas beaucoup, on a oublié quelque peu le dossier des surfacturations autour des constructions de ces joyaux architecturaux. On a oublié tout ce qui... toute la littérature, l'abondante littérature qui avait meublé justement la construction de ces chantiers. Alors le champ est passé. Le champ est passé. Mais il faudrait, mais effectivement, ça revient pourquoi? Ça revient simplement parce que les Camerounais estiment que 163 milliards plus 4 milliards, plus maintenant 55 milliards, ça fait de ce stade l'un des plus chers au monde, ce qui n'est pas normal. Au moment où, à côté de cela, des enfants continuent à fréquenter en main le sol. À côté de cela, des enfants continuent à mourir de choléra, simplement parce qu'il manque d'eau potable. À côté de cela, les Camerounais n'arrivent pas à aller d'un bout à l'autre sans aucun problème, simplement parce qu'il n'y a pas de route. On trouve que 55 milliards injectés dans un stade, ça fait un peu trop. Où est parti tout l'argent qui a été débloqué à ce sujet? Nous ne sommes pas dans un pays de rallonge continuellement. Où en est-on avec les projets structurants, les barrages de Lompangé et le reste? Vous pouvez imaginer combien de milliards ont été rallongés à ce niveau. Aujourd'hui, on vous dit que le ministre en charge de ce dossier est en prison. Tantôt, il sera libéré. Tantôt, non. Il faudrait qu'on arrête cela. Ça ne sert à rien d'arrêter, de laisser les gens gérer à l'emporte-pièce comme ils veulent, et puis par la suite commencer à les arrêter, décrier. Non, il y a un gros problème de malgouvernance. Il faudrait que cela se sache et que cela soit dénoncé avec la dernière énergie. Encore, on espère simplement que c'est déjà acté, on n'y peut rien. On va continuer à diverger, à discuter sur des plateaux de télévision, mais le fait est là. Les 55 milliards, Bernard l'a dit tout à l'heure, seront débloqués parce que la signature du Cameroun passe jusqu'à peu de contrôle auprès des banques. Donc, on ne peut pas. Il y a quand même le journal le soir hebdomadaire qui dit que l'État économise 60 milliards de francs CFA. Oui, par rapport justement à ce que, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, les turiféraires du RDPC ou du pouvoir vont utiliser des arguments pour démontrer effectivement qu'on peut justifier cet argent-là. Parce que Nagui avait demandé plus que ce qu'on demande. Sur quelle base cela s'est-il fait? Il faudrait peut-être davantage lire les arguments déployés par le journal Le Soir. Mais si vous avez écouté les gens en charge de ce dossier sur d'autres plateaux de télévision, ils vous diraient effectivement que oui, l'État a pu économiser parce que non, il faudrait que l'on comprenne qu'au départ de ce chantier, on était à 163 milliards. C'est le plus important. On a dit tout à l'heure ici, vous avez dit on a fait le point. Vous savez, dans cette histoire, chaque source a ses données. Justement parce que il n'y a pas eu un moment où on s'est arrêté, on a dit voilà ce qu'on a fait. Tu vas entendre tel journal, par exemple, quand tu lis la nouvelle presse, elle a toute une autre façon d'analyser cette situation-là. Non, moi je pense qu'il y a une opacité. Il y a une opacité dans la gestion de la construction de ce stade. Ça, il faut le reconnaître. De tous les stades. C'est de cette opacité que les gens tirent de prépense. Il n'y a aucune transparence. Et puis, on va continuer dans les rallonges. Dans cette gabégie-là. Dans les rallonges, on va demander les rallonges ici et là. Non. Il faut que les gens apprennent à être transparents lorsque on a entrepris une action publique. Alors, Mutation de ce matin parle d'autre chose. Donc, par exemple, du recrutement dans les universités d'État, les recteurs en régulateur désormais. Entre-temps, il y a l'EDUCL qui fait savoir que les parlementaires nordistes vont saisir le Premier ministre pour que l'opération qui a été mise en place, l'opération de recrutement, soit revue et corrigée. Oui, parce qu'ils estiment qu'ils ont été quelque peu lésés dans les recrutements. Je vous rappelle, et là, ça nous renvoie à ce que nous disions tout à l'heure. Chacun tire la couverture de son côté. On est justement dans ce pays où on a comme l'impression que la norme a été totalement écartée pour normaliser les cas, parce que ce n'est pas normal. Quand on parle quand même de recrutement, il y a des critères objectifs sur lesquels on devrait se fonder pour recruter. On ne recrute pas sur la base tribale, sur la base ethnologique, sur la base anthropologique ou sur la base sociologique. Il y a des critères qui devaient être établis
déterminée et arrêtée de commun accord par toutes les parties. Et à partir de là, on voit et de manière objective, on s'assoit avec une commission qui travaille sur les recrutements. Mais quand vous regardez, on vous dira que effectivement, il y a l'équilibre régional qui devrait régner, parce qu'en principe, ce qui fait que, d'une manière ou d'une autre, on sera toujours en train de promouvoir la médiocrité. Alors que je me rappelle encore de cet ouvrage culte, professeur Ebenezer Ndjomole, il faudrait que l'on comprenne, qu'on devrait migrer de la médiocrité à l'excellence. Et je l'ai dit la dernière fois, ça se passe partout au sein du corps social. Au Cameroun, on a comme l'impression qu'on fait tout pour encourager la médiocrité, alors qu'il y a des gens tellement excellents au Cameroun qui, certainement, si vous le permettez, peut-être on parlera tout à l'heure de la diaspora et de la binationalité, tout cela, avec le journal. Oui, on va parler tout à l'heure. Mais quand vous regardez ce qui se fait, on a comme l'impression qu'on fait tout pour tirer les Camerounais vers le bas, parce que ceux qui ont le pedigree nécessaire ne sont pas promus, ne sont pas encouragés, ne sont pas accompagnés dans la mise en place ou dans l'accompagnement de l'État. À ce là on a comme... en fait, parfois ceux qui gèrent sont tellement médiocres qu'ils ont tout intérêt à ce que la situation ne change pas. Moi, je pense que l'université c'est un temple du savoir, est le temple de la recherche, est le lieu de l'excellence. Je pense que des problèmes comme ça ne pouvaient pas se retrouver à l'université. C'est pour cela que lorsqu'on affiche là, il y a un premier, il y a 12 de moyenne, il y a 13 de moyenne, il y a 14 de moyenne. Mais c'est de cela qu'il est question. Mais si on dit qu'on va prendre les 14 de moyenne, il n'est pas question qu'on prenne les gars, ceux qui ont 12 de moyenne. Je veux dire quoi? Je veux dire qu'il y a un certain nombre de critères qui ont été établis pour le recrutement. Mais non, celui qui ne répond pas à ces critères, il est écarté. C'est aussi simple que cela. C'est l'université. D'accord. Alors, c'est l'Œil du Sahel et notamment Mutation qui évoque le sujet ce matin, alors que dans l'Œil du Sahel, les parlementaires encouragent ou soutiennent cela, les candidats du Septentrion. Et là, Entrepreneur parle de l'investissement au Cameroun. Quelle diaspora a parlé Paul Biya? Effectivement, c'est une très belle question. De quelle diaspora parle-t-on? De la diaspora active, la diaspora contre le système, la diaspora binationale. De quelle diaspora parle-t-on? Il faudrait qu'on dise, parce que je vous rappelle que jusqu'à preuve de contraire, beaucoup de Camerounais qui sont allés chercher leur pitance quotidienne pour revenir au bercail sont des binationaux. Et le code sur la binationalité n'a pas bougé d'un iota depuis, je crois, 1969. Il est totalement vieux qu'il faut le dépoussiérer. Beaucoup de Camerounais sont binationaux. Vous ne me direz pas qu'Eto n'est pas binational. Vous ne me direz pas que certains responsables, même au Cameroun, que je n'aimerais pas citer les noms ici, qui sont dans la haute administration, ne sont pas binationaux. On irait même jusqu'à citer des ministres qui sont binationaux. Mais quand il s'agit des autres, quand ils ne sont pas dans l'appareil de l'État, je vous rappelle que Hervé Emmanuel Kom a été mis de côté dans le cadre des élections législatives dernière, simplement parce qu'on le soupçonne d'être binational. Pareil pour Bel Joseph Antoine, qui n'a pas vu Bel Joseph Antoine défendre les couleurs de ce pays, qui n'a pas vu Hervé Emmanuel comme défendre le RDPC sur les plateaux de télévision, mais l'un des éléments sur lesquels on s'est fondé pour le mettre de côté, même au Conseil constitutionnel, je crois, c'était sa binationalité. Non, arrêtons ça. Ils sont Camerounais ou pas. Pourquoi la binationalité intéresse seulement quand il faut rendre service ou quand il faut donner de l'argent, mais elle n'intéresse pas quand il faut effectivement... Alors ici, le journal parle de ceux qui doivent investir. Oui, mais je dis que ceux qui le font... Il y a un journal qui parlait de la CPI, qui évoquait déjà le sujet la semaine dernière, disant qu'il y a justement cette question de la double nationalité. Oui, ceux qui le font sont des binationaux. Je ne vous le ferai pas dire. Je vous rappelle que même autour de nous, nous avons des enfants qui sont binationaux. Pourtant, les deux parents sont camerounais. C'est pas parce qu'ils sont allés, ils fréquentent, pour des raisons de contingence, on oublie de prendre la double nationalité parce que ça vous permet peut-être de bouger, d'entrer ici, de gauche à droite, recueillir un peu d'argent. Il faudrait que pour que cela avance, il faudrait que le président commence déjà par dépoussiérer le code sur la double nationalité. Je crois que cela va bouger beaucoup de lignes et que l'on comprenne que la diaspora joue un rôle extrêmement important, même au niveau de la recherche, même au niveau de la connaissance, pas seulement au niveau
de l'argent qu'on injecte à travers des investissements. Par exemple, le Camerounais de la NASA, le premier Camerounais de la NASA, l'un des rares Africains d'ailleurs, Simo, je vous rappelle que même l'ancien délégué du gouvernement, hein, son enfant, qui est du côté de la NASA, je crois, la fille du docteur Tonnet, mais sont des gens, sont des valeurs qu'on devrait tel qu'en soit le cas intégré. Il faudrait donc que ceux qui nous gèrent comprennent que la double nationalité n'est pas un frein à l'évolution. La diaspora joue un rôle extrêmement important. La diaspora israélienne, c'est elle qui a fait d'Israël ce que Israël est aujourd'hui. Il faudrait que l'on comprenne ça. C'est une question que pose le journal. De quelle diaspora parle de quelle diaspora le 10 février parle-t-il? Mais de la diaspora camerounaise. Et dans cette diaspora camerounaise, il y en a qui sont actifs, il y en a qui sont des militants, il y a une diaspora silencieuse. Mais l'essentiel étant que, comme ils sont allés conquérir le monde, il faut qu'ils reviennent. Nous faire profiter de cette conquête, nous faire profiter du know-how. Comment ils vont revenir? Mais qu'ils reviennent parce que c'est une diaspora camerounaise. Bon, maintenant, il s'agit... Ils ont la double nationalité. Il s'agit pour le pouvoir public de capitaliser cette forme de capital humain pour revenir travailler au pays. Cela peut-être passe par la levée du verrou de la double nationalité. Il s'agit de trouver des moyens. Il a même été évoqué la question de la création de une décision. Nous avons une diaspora. On a parlé de diaspora utile ou de diaspora inutile. Moi, je pense que nous avons une diaspora. Il y a parmi eux ceux qui sont des militants. Ils n'en demeurent pas moins. Ils sont même pas nombreux. On ne les compte pas. La diaspora camerounaise est importante. Pour qu'elle s'implique, il faudrait qu'on commence par dépoussiérer le code sur la double nationalité. Très bien. C'est important. Alors, vous aurez l'occasion de lire ce que la presse propose ce matin. Merci à vous, chers messieurs. Bon retour. Et également à vous, chers téléspectateurs. Les tabloïds sont en kiosque ce lundi matin. Bonne journée à tous. À demain 9h.